Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Cour commune. Aujourd'hui, mardi, et comme vous le savez, ce sont les sujets santé qui nous intéressent le mardi. Alors aujourd'hui, notre équipe a décidé de s'intéresser donc à cette maladie qu'est la drépanocytose. Comment est-ce que ces enfants ou ces adultes qui sont drépanocytaires vivent? Comment est-ce qu'ils devraient pour pouvoir également vivre le mieux possible? Qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? Comment est-ce qu'on peut l'éviter au mieux, surtout pour la santé de nos enfants? Ce sont des questionnements auxquels nous allons répondre tout au long de ce plateau. Un plateau au cours duquel vous pouvez participer, bien entendu, en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou tout simplement en nous envoyant vos messages via le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Alors, déjà, je suis avec Diane Oniodje. Bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez ce matin? Je vais très bien, merci. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc de la drépanocytose. Je suis sûre que vous avez des amis ou bien des connaissances qui souffrent de la maladie. Absolument, et c'est une maladie génétique très répandue. Aujourd'hui, ce qu'on constate, moi, mes connaissances, ceux que j'ai qui souffrent de ce mal. Il y a un enfant qui a, je pense, il avoisine 12 ans, 13 ans. Et chaque fois, par mois, ils peuvent se rendre au CNHU au moins 2 fois le mois. Et tout le temps, il est malade. Et puis, c'est des gens, ce que j'ai constaté avec cette famille, c'est qu'ils ne prennent pas du poids. Et il n'y a pas de l'embonpoint chez eux. Ils sont toujours minces. Et parfois, il y a que quand ils vont à l'hôpital, on parle souvent du manque de sang endémique. Et tout, c'est beaucoup de choses. Tout le temps, ils sont malades. Ils ne sont pas bien portants, du tout pas. Quand il y a la fraîcheur, quand il y a la pluie, c'est qu'eux autres, ils doivent pouvoir craindre leur santé. Comment est-ce qu'ils vont se comporter au même moment? Au même moment, il y a d'autres personnes qui ne s'en soucient du tout pas. C'est les personnes qui se portent bien. Donc, voilà. Absolument. C'est vrai que cette maladie touche énormément de personnes aujourd'hui et c'est justement ce qui a motivé notre intérêt sur le sujet. Nous allons dans les prochaines minutes installer notre invité qui est déjà dans nos locaux. Nous recevons sur ce plateau Josiane Méo, praticien hospitalier. Bonjour, Madame Méo. Bonjour, Madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Merci d'être avec nous ce matin pour nous en dire davantage donc, sur la drépanocytose. Et justement, la question c'est, même si on en parle un peu partout, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes clairs de la drépanocytose, en termes simples et clairs? Je vous remercie pour cette opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer sur la drépanocytose. En termes clairs et simples, on peut retenir que la drépanocytose est une maladie génétique, c'est-à-dire qui a son origine dans les gènes, qui peut être transmise des parents aux enfants lorsque 2 parents porteurs de traits ou porteurs de la maladie mettent au monde un enfant. Cette maladie se manifeste essentiellement à travers des crises douloureuses ostéo-articulaires. En termes simples, voilà ce qu'on peut retenir de la drépanocytose. Très bien. Vous avez dit qu'elle se manifeste donc à travers des crises, c'est-à-dire que ce sont les os essentiellement qui font mal, c'est ça? Exactement. Les crises qu'on appelle les crises vaso-occlusives sont des douleurs qui surviennent au niveau des os ou des articulations et qui sont extrêmement douloureuses. Mais en dehors de ces douleurs qui se situent au niveau des os, on peut avoir d'autres manifestations. D'accord, comme? Ok, on peut avoir des manifestations. Toujours en parlant de la crise vaso-occlusive, elle peut se manifester au niveau de l'abdomen, entraîner des douleurs abdominales. Mais en dehors de ces manifestations qui sont les plus connues et qui sont souvent même révélatrices de la maladie, on peut avoir d'autres signes. Lorsqu'on prend par exemple le sujet SS,
c'est-à-dire l'un des syndromes drépanocytaires majeurs et le plus grave, on peut avoir un retard staturopondéral, c'est-à-dire que la personne ne grandit pas autant que le faut son âge. Voilà, on peut voir des enfants de 12 ans, mais qui ressemblent à des enfants de 8 ans. Ça, c'est le sujet SS. Mais quand on prend les sujets SC ou les autres formes moins graves, ils grandissent plutôt normalement. Donc ça, c'était pour parler du retard staturopondéral. On peut avoir également un ictère bulbaire, c'est-à-dire que les yeux sont jaunes. D'accord. Voilà, les yeux peuvent être jaunes lorsque le sujet ne s'hydrate pas correctement, lorsque le sujet n'est pas bien suivi. Il présente en permanence les yeux qui sont jaunes au niveau du blanc de l'œil. En dehors de ça, on peut également avoir des signes gynéco chez la jeune fille, un retard de ménage, c'est-à-dire que les règles ne viennent pas à l'âge normal. Voilà. On peut avoir les filles qui sont drépanocytaires peuvent avoir leurs premières règles à 17 ou 18 ans, au lieu que ce soit autour de 10-12 ans. Voilà. Très bien. Il y a quand même les symptômes urinaires, présence de sang dans les urines quand on pisse. Non, pas vraiment. Lorsqu'il y a présence de sang, ou alors vous voulez parler de l'hémoglobinurie, en fait, le sang même, la présence de sang même qui est appelée hématurie, est plutôt un autre signe. Très bien. Signe d'autres complications dont on va parler. D'autres complications. Tout à l'heure. Très bien. Alors, vous nous parliez de crise, Diane, également, vous en avez parlé un peu plus tôt. Est-ce que vous avez déjà assisté à l'une de ces crises-là, des personnes ayant la maladie? Du tout. Je pense une fois, ça date. Mais ce que je vois, ce que j'avais constaté, c'est que tout de suite, quand ça commence avec le corps, les articulations, plus rien ne bouge sur eux. Ils sont tendus. Et puis quand on les prend, ils n'arrivent même pas. C'est que le corps, on ne peut pas bouger n'importe quelle partie du corps. Ils sont juste trois comme ça, tendus. C'est ce que moi j'ai eu à constater une fois. Ça arrive, c'est bien cela? Oui, ça arrive surtout lorsque la crise est généralisée. En fait, la crise ostéo-articulaire peut être généralisée, c'est-à-dire toucher toutes les articulations du corps. Et comme je vous le disais précédemment, c'est extrêmement douloureux et donc c'est difficile pour eux effectivement de bouger. Et lorsque la crise n'est pas généralisée et que la crise est localisée, par exemple une seule articulation touchée, ils arrivent à se mouvoir quand même pour se déplacer, venir à l'hôpital, voilà. Très bien. Alors, déjà, on sait que c'est génétique. Maintenant, comment est-ce qu'il faut savoir, c'est bien par les analyses qu'on doit savoir qu'on est porteur? Bien sûr. L'analyse principale, c'est l'électrophorèse de l'hémoglobine. C'est elle qui permet d'aller déterminer le type d'hémoglobine que la personne porte. En fait, les personnes qui ne sont pas drépanocytaires sont AA. Mais les personnes drépanocytaires, ils sont soit SC, soit SS, ou soit CC. Et il y a les porteurs de traits qui sont soit AS ou AC. Donc, lorsqu'on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, on peut aller voir s'il y a présence de l'hémoglobine S ou de l'hémoglobine C dans le génome de la personne. Très bien. Donc, ça veut dire que ceux qui sont porteurs de traits comme AS, eux, ils n'ont pas normalement à s'inquiéter. Ils grandissent normalement, ils vivent normalement. Bien sûr. Ceux qui sont AS ou AC ne développent pas des crises vaso-occlusives. Ils ne développent pas de symptomatologie douloureuse liée à la présence du S. Ils peuvent développer des symptomatologies douloureuses, mais liées à d'autres pathologies. Une simple arthrose ou une arthrite
ou n'importe quelle autre pathologie articulaire douloureuse peut les toucher. Mais cette douleur n'est pas liée à la présence de l'hémoglobine S ou C, puisqu'elle n'est pas prépondérante dans leur génotype. Très bien. Vous connaissez votre électrophorèse, j'allais dire. Vous avez fait? Si. D'accord. Bon, je pense que c'est un test qu'il faut faire au plus tôt avec à tous les enfants pour savoir exactement s'il est en bonne santé ou s'il porte des traits pour les orienter le plus tôt possible. Bien sûr, bien sûr. Il est très important que chaque personne, dès l'enfance, les parents fassent aux enfants le dépistage, leur électrophorèse pour connaître leur statut vis-à-vis de cette maladie. Très bien. Alors, étant donné que c'est une maladie génétique et que nous avons le pouvoir en quelque sorte de l'éviter, on peut le dire comme ça, de l'éviter, pourquoi pensez-vous qu'on en parle toujours et que ça ne change presque pas, à moins que vous nous dites que ça change beaucoup? Non, malheureusement, ça ne change pas encore réellement. Parce que l'information n'a pas touché toutes les couches de la population. Mais en plus, malgré que l'information passe chez certaines personnes, je ne dirais pas que c'est une négligence, mais les gens ne sont peut-être pas forcément inquiets parce qu'ils se disent, il n'y en a pas dans ma famille, ils ne vont pas faire leur dépistage. Mais le plus important, en fait, c'est qu'avant de se marier, déjà c'est même une analyse de base du bilan prénuptial. Donc, il faut que chacun fasse son dépistage pour connaître son électrophorèse de l'hémoglobine. Donc, si ça se poursuit, comme je le disais, si on continue d'en parler, c'est parce que l'information n'est pas encore accessible à toutes les couches de la population. Et de deux, parfois il arrive que même lorsque les gens se savent porteurs de traits, puisque lorsque l'une des personnes présente déjà la présence de l'hémoglobine S ou C dans son génotype, il n'est pas conseillé qu'il aille avec une autre personne qui a également la présence du S ou du C dans son génotype, c'est-à-dire AS et AC ou AS et AS. C'est déjà pas du tout déconseillé. Donc parfois il arrive que même quand les gens savent qu'ils sont porteurs, c'est l'amour qui est plus fort que tout et ils ont envie de rester ensemble. Ils ont envie de croire qu'ils auront la chance d'avoir un enfant AA. Oui. Et ce que je vais dire, ce n'est pas pour stigmatiser quelqu'un, ce n'est pas pour négativer la croyance de quelqu'un, mais c'est juste pour dire que dans certaines religions également, on nie l'évidence d'une maladie pour dire je suis en Jésus, c'est plus fort que tout. Ça. Et donc, même en sachant cela, les gens peuvent y aller à se mettre ensemble pour faire. Donc, voilà vraiment les raisons pour lesquelles, malgré qu'on en parle, ça continue. Alors, faire l'analyse prénuptiale, moi je me pose la question de savoir si déjà la veille de mon mariage, c'est pas un peu tard quand même de se séparer pour un test? Non, ce n'est pas la veille du mariage. Ce n'est pas la veille du mariage. Normalement, au moment où vous avez le projet de mariage, c'est déjà en ce moment. Depuis les fiançailles en fait. Depuis les fiançailles, vous faites votre électrophorèse de l'hémoglobine et puis vous rencontrez un médecin pour vous conseiller, pour vous donner les informations. Mais voilà ce qu'on a découvert. Est-ce que vous pensez qu'on peut être ensemble? Donc, ce n'est pas la veille du mariage. Et il faut aussi dire que pour ceux qui aspirent à faire le mariage civil, c'est demander, dès qu'ils se rapprochent de la mairie, c'est demander dans la liste des pièces à fournir l'électrophorèse de l'hémoglobine. Voilà. Donc, normalement, il n'y a pas de risque d'être surpris à la veille du mariage. Bien, alors nous poursuivons. On parlait des formes graves de la maladie. Quels sont les types de formes graves qu'on peut retrouver? La forme la plus grave, c'est la forme SS. D'accord. Et ensuite, il y a la forme SC. A priori, ce sont les deux. Et à part les formes SS et les formes SC, il y a aussi la forme CC qui est pratiquement
asymptomatiques. Hein. Parfois, les gens se découvrent drépanocytaires à l'âge de 40, 45 ans parce qu'ils sont cessés et parce que de toute leur vie, ils n'ont jamais fait de crise vaso-occlusive. Donc voilà, donc les formes les plus graves, c'est les formes SS et les formes SC. Très bien, donc oui. Et en tout pour tout, on a combien de formes alors? Ben, ça fait 3 formes. Il y a d'autres formes de drépanocytose, mais qui ne sont pas courantes. Il y a d'autres formes qui ne sont pas courantes, les formes D, pour ne citer que celles-là, qui ne sont pas du tout courantes et qui sont très peu diagnostiquées et qui ne sont presque pas symptomatiques en fait. Voilà. Donc les formes les plus graves, les plus courantes et les plus connues, ce sont celles que j'ai citées. D'accord. Et justement, dans ces formes-là, ce sont ces formes qui font beaucoup plus de crises, qui vont le plus souvent à l'hôpital, qu'il faut suivre avec minutie et tout ça. La forme SS surtout, c'est la forme qui fait le plus souvent de crises. Tout à l'heure, madame disait que 2 fois par mois, oui, les formes SS peuvent se retrouver à l'hôpital 2 fois le mois. Et ça a une incidence financière vraiment énorme. C'est vraiment très difficile à vivre pour les couples financièrement et malheureusement même la plupart du temps les mamans se retrouvent à un moment donné seules à s'occuper des enfants. Donc l'impact financier et psychologique est vraiment très important et surtout négatif. Parce que c'est quand même assez douloureux de voir son enfant faire des crises tout le temps Bien et de sûr. devoir l'amener à l'hôpital et c'est presque un abonnement à l'hôpital à un moment donné. Bien sûr. Très bien. Oui. Donc, à part les autres formes, le trait bêta-thalassémique, ce n'est pas fréquent. Le trait bêta-thalassémique n'est pas appelé drépanocytose. C'est aussi une hémoglobinopathie. C'est aussi une anomalie de l'hémoglobine, mais ce n'est pas une drépanocytose. C'est classé dans les thalassémies. Et elle est plutôt fréquente, plus fréquente qu'on ne le pense, mais comme on le dit, elle n'est pas symptôme. Il ne développe pas des crises douloureuses. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, ils ne doivent pas s'inquiéter alors, ces personnes qui ont ce trait? La plupart du temps, non. Mais, comme toute maladie, s'il est confirmé, s'il y a un soupçon, lorsque tu fais ton électrophorèse de l'hémoglobine, s'il y a un soupçon, c'est toujours bien de se faire suivre à l'hôpital parce que quand bien même il n'y a pas de manifestation extérieure, il peut y avoir des complications internes, de petites anémies. Donc, autant on dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais c'est toujours quand même bien d'avoir un suivi à l'hôpital. Très bien. Alors, je vous propose de faire une petite pause. Et nous recevons notre invité sur le plateau, Serge Defodji. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Super. Merci de rejoindre donc ce plateau du mardi. Vous êtes spécialiste des questions de la jeunesse. Un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir aussi. Alors, nous parlons de la drépanocytose et je m'en vais vous demander si, avec les jeunes, c'est sûr que vous les côtoyez également dans leur crise, dans leur douleur, dans leur vie, donc dans la drépanocytose. Oui, tout à fait. J'ai eu des amis qui souffraient de cette maladie. J'ai dû souffrir parce qu'il y en a qui ne sont plus là. Et donc, c'est un cas existentiel. Et vraiment, je pense que c'est une maladie assez particulière qui mérite toutes nos attentions. Nos attentions de sorte qu'on puisse faire en sorte pour l'éviter les prochaines fois. Même si le constat jusqu'à aujourd'hui n'est pas ce qu'on aurait souhaité. On aurait souhaité parce que les jeunes n'ont pas encore pris la mesure des choses. Malgré la sensibilisation, même si c'est timidement que les gens ont commencé à s'intéresser à de pareilles sensibilisations, mais ça a commencé. J'ai eu l'honneur même d'avoir conduit une pareille campagne dénommée « Mes tests de compatibilité avant tout projet de mariage ». Laquelle campagne vise à éviter de
de pareils cas, à éviter les cas d'enfants drépanocytaires. Et donc, il importe que nous jeunes, que mes pères jeunes puissent prendre ça au sérieux. On ne se met pas ensemble du jour au lendemain et envisager peut-être vivre ensemble. Et on ne se met pas ensemble, on ne se permet pas d'aller peut-être au CES sans se protéger. Si entre-temps on ne connaît pas l'état, l'électrophorèse de son ou sa partenaire. Voilà un peu ce que je peux dire de façon générale par rapport à la question. D'accord. Est-ce que vous aviez l'impression que ces jeunes-là étaient réceptifs au message? Parce que une chose est de pouvoir, disons, est de savoir qu'il y a une maladie en vue. L'autre chose est de pouvoir également avoir le courage de se séparer malgré ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Il faut dire que lorsqu'on avait démarré cette campagne, on a été sujet de toutes les attaques. D'autres qui disent que nous sommes dans une démarche de frustrer ceux qui vivent avec cette maladie-là. Mais l'intention était loin de là. On encourage et on soutient comme on peut ceux qui sont déjà dedans, qui portent la maladie. Heureusement, aujourd'hui, il y en a qui dépassent toutes les pronostics sur leur vie, sur leur expérience vitale. Donc, c'est une œuvre de Dieu, il faut remercier Dieu pour ça. Mais ils ont trouvé que ce n'est pas bien, c'est une offense à la personne humaine que représentent ces personnes-là qui vivent avec ça. Mais très tôt, ils ont compris que notre objectif n'était pas là, que c'était d'attirer l'attention des jeunes par rapport à ça. Alors, si je vais venir un peu sur votre question, qui consiste à savoir si, après les tests, là, ici, ça s'avérait que vous n'êtes pas compatible. Autrement, l'homme est AS, et la femme également est AS. Par exemple, oui. Voilà, donc est-ce que c'est facile s'il y a encore l'amour? Encore qu'au regard de la définition de l'amour, c'est un sentiment inexplicable qui n'a pas en fait trop de raison. Mais ce sentiment devait amener à avoir comme objectif de voir son partenaire ou sa partenaire heureux, heureuse. Pas forcément coûte que coûte de rester avec la personne. Donc ce n'est pas tout cela qu'on aime, qu'on doit garder comme époux ou épouse. Il importe de choisir entre la souffrance et comment on appelle le bonheur. Encore que la souffrance, ce n'est pas forcément pour eux, parents de façon directe. Ce sont ces enfants-là qui viennent au monde, qui n'ont rien demandé à personne et qui viennent souffrir. Oui, souffrir, le parent ne va pas dormir peut-être, il sera toujours sur le qui-vive. À chaque fois qu'on lui dit son enfant est indisposé, les dépenses et autres, oui. Mais il y a l'enfant qui souffre véritablement. Les parents, c'est seulement les dépenses. Et ça tue aussi psychologiquement, ça tue beaucoup de choses quand même. Mais l'enfant même qui vit cela, parce qu'on imagine, nous ne sommes pas dans la peau de ces personnes-là, mais on peut imaginer, dans soit peu, leur douleur. Et donc pour nous, pour moi, l'amour, oui. Mais le vrai amour, c'est celui-là qui consiste à voir son partenaire ou sa partenaire heureuse. Très bien. Alors, Madame Josiane, il a parlé tout à l'heure de ses amis qui ne sont plus, et justement à cause de la maladie. Les rumeurs, disons que tout le monde se dit, quand on est drépanocytaire, on ne vit pas longtemps, à un âge donné, il faut commencer à s'inquiéter. Et c'est vrai qu'on voit énormément de jeunes hommes, de jeunes filles qui nous quittent brutalement parce que souffrant de la maladie. Quel est le lien qu'on peut faire donc avec cette maladie et la durée de vie? Ok, il n'est pas rare d'entendre que les drépanocytaires ne vivent pas au-delà de 18 ou 25 ans. Oui. C'était avant qu'il y avait cette inquiétude. Mais actuellement, la prise en charge est bien codifiée. Et nous, au centre de compétences de la drépanocytose, qui est situé dans le service des maladies du sang du CNHU, on fait un suivi régulier
de tous les cas drépanocytaires que nous avons dans notre file active, pour peu qu'eux aussi ils viennent régulièrement au rendez-vous. Donc on les suit mensuellement ou tous les trimestres avec un bilan minimum pour détecter est-ce que tout va bien, qu'est-ce qui se présente comme anomalie dans leur bilan. Et pour faire une prise en charge précoce, il y a également des règles d'hygiène de vie pour permettre aux drépanocytaires de vivre presque comme tout patient non drépanocytaire. Et ainsi, les patients drépanocytaires peuvent vivre très longtemps, très longtemps. Nous avons par exemple dans notre file active une dame de 81 ans. Wow. Oui, oui. Ah oui. Donc, les drépanocytaires peuvent vivre longtemps pour peu qu'ils suivent les mesures hygiéno-diététiques et qu'ils viennent régulièrement à l'hôpital pour leur contrôle régulier, pour leur suivi. Très bien. Ces mesures, vous allez nous en parler tout à l'heure. Mais avant, je vous propose de suivre notre extrait du jour, l'expérience, ou plutôt d'un drépanocytaire qui nous parle de sa vie, comment est-ce qu'il vit ces crises et autres. La drépanocytose est une maladie très généralement observée au sein donc de plusieurs citoyens. C'est vrai, moi je suis drépanocytaire, mais je porte la forme la moins grave. Je porte la forme AS. Et vous savez, plusieurs manifestations expliquent en réalité ou traduisent cette maladie. Il s'agit de l'anémie chronique. L'anémie chronique, c'est généralement en période de fraîcheur, où déjà, lorsque vous n'êtes pas bien protégé, c'est que là, vous développez certaines fièvres liées à des infections, et cela donc s'observe généralement. Aujourd'hui, moi, dans mon cas, au fait, c'est que en période de fraîcheur, je sens une forte fraîcheur. Et lorsque les moustiques me piquent, et je ne suis pas bien protégé, c'est que je développe certaines pathologies et puis cela donc s'observe généralement. Mais de mon côté, ce n'est pas encore un cas grave. Les cas les plus observés qui constituent une menace, c'est ceux qui portent les formes SS ou les formes SC. Vous allez voir à leur côté, quand ils ne sont pas protégés, ils sont généralement faibles. Ils ne développent pas les formes nécessaires. Et là, en réalité, ça doit donner une invite, un appel à tout parent, à tout partenaire, avant de s'engager dans une relation, apprendre à connaître déjà son partenaire et savoir en réalité que véritablement, est-ce que si l'homme est AS, il faut que la femme soit AA pour que véritablement il y ait cette compatibilité. Mais c'est un cas qui est lié à la plupart des l'ignorance et beaucoup de jeunes continuent toujours à développer ce malaisiste et il est quand même temps qu'il y ait une prise de conscience. Je connais déjà mon mal, je sais comment ça se manifeste et je me protège conséquemment. C'est toujours en période de fraîcheur, de forte fraîcheur que je le ressens. Et lorsque je suis bien protégé, je n'ai pas l'anémie chronique, je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas une certaine faiblesse quand je respecte déjà toutes les normes prescrites déjà par le médecin. Mon invite aujourd'hui, c'est à l'endroit de tous les autres drépanocytaires, c'est qu'ils comprennent qu'en réalité que ce n'est pas un mal en soi. C'est vrai que le mal tue, c'est véritablement grave lorsque vous avez la forme la plus développée, la forme SS ou la forme SC. Mais aujourd'hui, tout géniteur, tout candidat au mariage doit pouvoir véritablement connaître l'état sanitaire de sa prochaine candidate et essayer donc de faire les tests nécessaires pour trouver donc la compatibilité. Parce que ce serait véritablement pénible et très rare, à la limite même encore satanique ou même diabolique, que aujourd'hui avec l'évolution de la science, que déjà des partenaires ou les prochains candidats au mariage mettent en péril l'état sanitaire de leurs enfants. Parce que je ne vous dis pas, ce n'est vraiment pas bien. Ne pas bien, c'est que quand vous voyez l'amour, le père, la mère à côté et l'enfant est vraiment souffrant, ça détruit l'équilibre familial. Ce n'est vraiment pas bien, c'est un choc psychologique. Tant pour l'enfant n'est pas voix stigmatisé, l'enfant n'est pas souvent présent pour pouvoir bien suivre ses cours, etc., etc. Je crois qu'aujourd'hui, moi, j'ai déjà pris la peine, j'ai pu traverser, j'ai la grâce, ensemble avec les traitements, pour essayer donc de franchir le Rubicon.
l'Éternel Dieu m'a également béni de ne quand même pas développer les formes les plus graves. Mais aujourd'hui, je partage en réalité ce témoignage et en même temps cet appel à l'endroit de tous les citoyens et les autres drépanocytaires à mieux prendre soin de leur santé. Car la santé vaut la vie. Voilà, c'était donc Elia Djiran qui partageait avec nous son expérience de vie. Alors, il est revenu sur déjà ce que c'est que la drépanocytose, mais également ces moments-là où il est en faiblesse. Docteur Merou. Ces moments, c'est-à-dire, disons, les moments de fraîcheur où il doit se protéger encore davantage et autres. Ok. C'est vrai, la plupart de ce qui est dit dans cette vidéo est vrai. Il arrive réellement des moments, des facteurs, nous on appelle ça les facteurs déclenchants des crises vaso-occlusives. Et ces facteurs, comme il l'a dit, ce sont les facteurs physiques, c'est-à-dire environnementaux. Lorsqu'il fait frais, plus frais que d'habitude, ou lorsqu'il fait plus chaud que d'habitude. Voilà, puis ce sont des facteurs qui peuvent entraîner la déshydratation du patient. Donc, tout ce qui peut être à la base du manque d'hydratation peut entraîner les crises. Donc, on a parlé de la fraîcheur ou de l'excès de chaleur. Il y a également le stress. D'accord. Le stress physique ou psychologique, toute forme de stress. Et lorsque, par exemple, les élèves, les étudiants sont à l'approche des examens, il n'est pas rare d'en voir beaucoup qui viennent à l'hôpital en crise pour se faire prendre en charge. Donc, en dehors du stress, on peut également citer les infections. Tout à l'heure, il a parlé de la fièvre, il commence à chauffer, voilà. Toute forme d'infection qui touche le corps, que ce soit l'infection parasitaire la plus courante chez nous, le paludisme, ou les autres formes d'infection bactériennes, virales, et ça se manifeste, surtout chez les drépanocytaires, ils font fréquemment les infections pulmonaires. Ils toussent, ils sont enrhumés, ou les infections urinaires. Donc, on a besoin d'aller fréquemment aux toilettes, on urine, et on a des douleurs ou des brûlures lorsqu'on va uriner. Les urines sont malodorantes ou d'une couleur qui n'est pas adaptée. Donc, toutes les fois où les drépanocytaires ont des infections, ils ont le risque de développer la crise vaso-occlusive. Donc, en dehors des infections, il y a également l'excès d'activité physique. D'accord. Ils ne doivent pas en faire trop. Voilà, les drépanocytaires peuvent avoir une activité physique, mais à minima. Voilà, surtout dans nos pays où les moyens ne sont pas encore ce qu'il faut. Ils doivent avoir une activité physique à minima. Il y a également l'hyponatrémie, c'est-à-dire le manque de sel dans le sang, qui peut être à la base de la crise chez les drépanocytaires. Le manque de sel, c'est-à-dire que quand ça manque dans la nourriture, ça manque dans leur sang, ou bien comment ça se passe? Ça peut manquer dans la nourriture. La plupart du temps, bien sûr, c'est pas l'alimentation qu'on a notre natrémie. Donc, c'est ça. Lorsque le taux, et ça arrive souvent lorsque les gens ne s'alimentent pas pour une raison ou pour une autre, ils peuvent avoir une baisse du taux de natrémie dans le sang. Et donc, cela peut être à la base d'une crise chez les drépanocytaires. Donc, voilà les principaux facteurs qui peuvent être à la base de la crise. De la crise. Très bien. Alors, Serge Fodji, il a également dit, selon lui, c'est vrai, ce serait diabolique, je ne vais pas utiliser le second mot, qu'aujourd'hui, on puisse aller au mariage, on puisse laisser, c'est-à-dire oublier tous les contours et quand même sauter le pas malgré tout. Justement, moi, je n'ai pas trouvé ces mots forts. C'est scandaleux lorsque, aujourd'hui, on se permet encore ces dérives. Des dérives comme, voilà, docteur
Elle est en train de parler de tous les systèmes sanitaires mis en place pour, en tout cas, soulager d'une manière de guérir cette maladie. Une maladie qui ne se guérit pas dans le vrai sens. Je ne sais pas si je peux me permettre cela. Nous parlerons tout à l'heure du traitement. Je peux me permettre cela. Elle va me contredire si ce n'est pas le cas. Mais même s'il y a du traitement pour ça, on doit interpeller la conscience de la jeunesse. Il ne sert à rien qu'aujourd'hui nous avons eu la chance et la science a déjà fait le travail. On nous permet de connaître notre état sanitaire avant de nous engager dans une relation. Et on continue pas s'amuser avec notre vie. Il ne s'agit même pas de notre vie. Il s'agit des vies futures. Et là, je dis honnêtement, ces terminologies ne sont pas du tout exagérées. Et il faut qu'impérativement, on puisse peut-être multiplier les campagnes de sensibilisation à l'égard de la jeunesse, à l'instar de ce que la GCRD, que j'ai l'ainsi honneur de diriger, le fait au quotidien par rapport à cette maladie. Je crois qu'on devait aller au-delà, interpeller la conscience pour qu'on n'assiste plus un jour là que le centre là ne trouve plus de maladies à traiter. De cas de drépanocytose à traiter. On espère bien. On espère bien. Alors, nous poursuivons donc nos échanges. C'est vrai, on dit tout le temps, il faut pouvoir faire le choix, il faut laisser les enfants, il ne faut pas condamner en quelque sorte les enfants qui vont nous suivre, qui vont venir au monde tout à l'heure, dans les prochaines années. Mais en réalité, Diane, est-ce que vous voyez pouvoir faire ce choix? Absolument. Si ce n'est que pour le bien-être de tous. Parce que il ne s'agit pas de parler de l'amour et de mettre en question la vie de nos enfants plus tard. Parce que on ne sait pas, peut-être même si aujourd'hui vous êtes riche, personne ne connaît demain. Et si on arrive à faire les enfants et qu'après c'est tout le temps on va dépenser à l'hôpital, je pense que l'économie, il n'y aurait plus d'économie, on aurait trop de soucis. Et à un moment donné, si on parle d'amour, nous sommes amoureux l'un de l'autre, c'est vivre heureux. Et si je veux voir l'autre heureux, je dois pouvoir lui faire comprendre que voilà, si on se met ensemble, demain c'est qu'on aura trop de soucis. Autant voir l'autre heureux avec une personne. Un instant, donc, tiens, nous avons en ligne. Allô? Il est reparti apparemment. C'était pour le mot du jour, Monsieur Meoba. Nous espérons qu'il va nous revenir dans les prochaines secondes. Oui. Je disais que il faut absolument tenir compte de ça. Quand vous faites votre test et vous constatez, moi par exemple, je constate que je suis AS et que mon partenaire l'est également. Même si on s'aime n'importe comment, il va falloir que la conscience s'interpelle. Allô? Oui, allô? Monsieur Meoba? Oui, bonjour Madame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien. Avec vous aujourd'hui, nous parlons d'avenir, justement parce que ces enfants-là qui naissent avec la drépanocytose ont du mal à vivre très longtemps. Mais apparemment avec le traitement aujourd'hui, beaucoup plus. On parlera du traitement tout à l'heure. Mais avant, on parle d'avenir avec vous, M. Meoba. Oui. Nous parlons d'aujourd'hui d'avenir. Je voudrais d'abord saluer tout le monde, tous les experts qui interviennent de diverses manières sur la question. Merci. Je vais rapidement définir le mot du jour, avenir. Oui. Du latin advenir, le mot avenir est un mot polysémique. Autrement dit, il a plusieurs sens. Il peut donc être un nom masculin. Un exemple, c'est Brunel et Diane construisent sagement leur avenir dans le monde journalistique, par exemple. Il peut également être un verbe du troisième groupe. Exemple, en l'état où je suis, quoi qu'il puisse advenir, je vous dois tout promettre et puis rien tenir. Mais qu'est-ce qu'il faut concrètement retenir du mot avenir? Oui. Au sens premier, le mot avenir est défini comme le futur, ce qui va arriver. Au sens deuxième, il est perçu en tant que le devenir d'une personne, d'une organisation. Au troisième sens, il est vu sous le vocable postérité.
À présent, nous allons aborder quelques synonymes du mot avenir. Mot, synonyme, on peut citer futur, lendemain, destiné, prochainement, etc. Je voudrais aussi nous faire savoir quelques antonymes du mot avenir. Présent, passé, actuellement, etc. Nous allons poursuivre avec une citation avec le même mot. Cette citation nous vient de M. André Gide, c'est un écrivain français. Il dit exactement ceci: le présent serait plein de tous les avenirs si le passé nous projetait déjà une histoire. Voilà l'essentiel qu'on peut retenir du mot avenir dont vous souhaiteriez qu'on en parle aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, M. Beoba. Alors, vous êtes dans le monde éducatif aussi. Est-ce qu'il vous arrive de gérer des cas de crise dus à la drépanocytose? Merci beaucoup, Madame Brunel. Je voudrais aussi vous rappeler que récemment, nous avions parlé de l'âge idéal qu'il faut pour avoir un petit ami. Oui. C'est la suite, hein. C'est la suite. Quand on se voit, on s'aime et on ne pense pas au futur. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup le mot avenir. Quand on ne pense pas à l'avenir du couple, c'est grave. C'est quand les gens se mettent ensemble. Après, ils doivent avoir des enfants et tout. Maintenant, est-ce qu'ils sont compatibles? Pour la question de la drépanocytose. Et je pense que nous avons parfois rencontré de ces cas. Et toutes les fois où nous sommes confrontés à ces problèmes-là, on a dû prodiguer des conseils. Et les conseils basiques seraient même contre des conseils que les gens qui ne sont pas compatibles, quel que soit l'amour qui les anime, dans l'intérêt supérieur des enfants qu'ils auront après, qu'ils oublient ce sentiment et qu'ils passent à autre chose. Parce qu'après tout, il ne faut pas être égoïste et former des enfants qui vont souffrir tout le temps. Moi, j'ai eu dans mes expériences une fille qui avait du mal, souvent, quand on lui demandait d'écrire, et surtout en période de fraîcheur. Oui. Quand elle commence à faire la crise, c'est désagréable pour elle, elle ne peut pas tenir et c'est compliqué. Des parents investissent des sous, beaucoup d'argent sur elle. J'ai même appris récemment dans mon collège encore, une fille sur laquelle les parents dépensaient beaucoup, plus de 20 millions, mais elle est décédée. Donc je pense que quand on pense à l'avenir du couple, il est mieux qu'on pense à une compatibilité fiable, au lieu de se laisser aveuglement aller par l'amour en griffe et ne pas être assez raisonnable dans le choix du conjoint ou de la conjointe. Très bien. Merci beaucoup, M. Beoba, pour ces mots-là. Je vous souhaite une excellente journée en attendant de vous retrouver demain. Merci à vous autant. Merci. N'oubliez pas, chers amis téléspectateurs, que vous pouvez nous appeler également sur le plateau pour nous dire comment ça se passe avec vous. Peut-être que vous avez des connaissances, peut-être que c'est vous-même qui en souffrez sur le 98 80 93 71, le 98 80 93 71, ou encore en nous envoyant vos témoignages, vos avis sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91. Oui, Diane. Donc je disais que je préfère ne pas, autant au moment de fiançailles, tout de suite expliquer que le futur est très important, l'avenir de ces enfants. Parce que quand vous avez des enfants qui souffrent de la drépanocytose, ça devient votre projet. Vous n'avez plus d'autres projets. Parce que tout de suite, quand l'enfant souffre, il va falloir sortir de l'argent tout le temps, aller dépenser à l'hôpital. Et même si vous avez des projets en cours, en vue, vous n'arrivez pas à réaliser ces projets-là. Parce que l'enfant, c'est un imprévu, on ne prévoit pas la santé, que la santé n'aille pas bien. Parce que quand vous vous levez un matin, vous avez peut-être quelque chose à acheter ou une parcelle à acheter. Et on vous dit que votre enfant a eu une crise à l'école. Vous allez vous rendez maintenant à l'hôpital. C'est une obligation, c'est une imprévue. Vous n'avez pas prévu ça. C'est venu comme ça, vous allez dépenser. Alors tout le temps, ça vous cause un autre souci de stress. Donc je préfère que déjà, au moment de fiançailles, qu'on se comprenne et qu'on se dise que je préfère te voir être heureux ailleurs et souffrir quelque temps, parce que même si vous vous laissez, vous allez juste souffrir quelque temps. Pas tout le temps où vous allez vivre sur terre, et vous allez comprendre plus tard, si c'est un homme qui est le partenaire ou la dame, elle va comprendre plus tard que c'était son bien, que le partenaire, son ami voulait. Donc voilà. J'aimerais revenir, si vous le permettez, sur
Le suivi. Oui. Voilà, le suivi. On met beaucoup l'accent sur le suivi. Il a parlé des complications qu'il a eues. Nous aurons l'occasion d'en parler. Absolument. Les complications qui sont liées à la maladie qui peut toucher tous les organes du corps. Mais avant de venir aux complications, nous mettons surtout l'accent sur le suivi. C'est le suivi déjà à travers les mesures hygiéno-diététiques qui permet aux patients d'avoir une bonne qualité de vie. Ça raréfie les crises et ça peut empêcher même la survenue des complications les plus graves. Donc, en matière de mesures hygiéno-diététiques, il y a l'hydratation. D'accord. C'est-à-dire, même la personne qui n'est pas drépanocytaire, il est conseillé qu'on prenne au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour. Oui. Alors, chez les drépanocytaires, on va jusqu'à 3 litres au moins. Oui. Bon, quand ils sont adultes. D'accord, oui, chez la personne adulte. Chez les enfants, à partir de 2 litres. Wow. Chez les enfants, oui. Plus bas, chez le nourrisson, on peut diminuer, mais déjà à partir du grand enfant ou à partir de 7-8 ans, au moins 2 litres d'eau par jour. Oui. Parce que cela permet pour utiliser un terme simple, de fluidifier. Puisque le mécanisme des crises vaso-occlusives, c'est un mécanisme vasculaire. C'est parce que le sang est épaissi par l'hémolyse chronique et c'est ça qui entraîne les douleurs au niveau des os. Lorsque le sang est épaissi, les os sont mal oxygénés et cela entraîne les douleurs. Donc, lorsque la personne a une hydratation conséquente, le sang est bien fluidifié et les douleurs ne peuvent pas venir. Voilà. Donc, c'est l'hydratation qui est la première mesure. La deuxième mesure, c'est la prise d'acide folique, c'est-à-dire la foldine, à vie. Oui, c'est à vie puisque c'est une maladie génétique. Ce n'est pas comme un paludisme qu'on peut guérir en 3 jours, quitte à ce qu'il revienne. C'est une maladie qui est présente dans votre gène. C'est une maladie que vous portez à vie. Donc, nous disons aux patients que vous soyez malade ou pas, si vous oubliez tout ce qu'on vous dit sur la drépanocytose, il y a 2 choses que vous ne devez pas oublier. Vous hydratez correctement, au moins 3 litres d'eau par jour et prendre votre foldine tous les jours, que vous soyez malade ou pas. Donc, la quantité de foldine à prendre dépend de la forme et du taux de base, du taux d'hémoglobine de base du drépanocytaire. C'est-à-dire que lorsque le drépanocytaire n'est pas malade, il a son taux propre selon qu'il est SS, SC, CC. Les taux d'hémoglobine varient et même entre 2 SS, il peut y en avoir un qui soit normal à 5 et l'autre qui soit normal à 6 grammes par décilitre d'hémoglobine. Donc, il faut prendre une quantité qui respecte, une quantité de foldine qui respecte son taux d'hémoglobine de base. Voilà pour l'hydratation et la foldine. Les autres mesures, vu que le drépanocytaire est un patient anémié de façon chronique, il ne faut pas qu'il chope, si vous permettez le terme, d'autres maladies qui vont approfondir son anémie. Donc, on conseille, comme à tous, les mesures de prévention du palu. Puisque le palu, surtout chez les enfants, peut être à la base de l'anémie. Donc, il faut qu'ils se protègent tout le temps contre le paludisme. Le moustiquaire imprégné, les mesures d'assainissement de l'environnement. L'eau usée à côté l'eau de usée, soi. le désherbage et tout. Et les mesures de sécurité de la maison, mettre des grillages aux fenêtres et tout ça. Donc ça, c'est ce qui concerne le paludisme. Il faut le déparasitage fréquent. Puisque les vers, les parasites intestinaux peuvent également créer une anémie. Donc il faut que le drépanocytaire se déparasite fréquemment, tous les 2 ou 3 mois. En dehors de ça, on fait la prévention des infections, puisque les drépanocytaires sont plus sensibles aux infections que les personnes non drépanocytaires. J'ai l'habitude de dire non drépanocytaire, je n'aime pas utiliser le terme personne normale. C'est comme stigmatiser négativement les autres. Donc, j'ai l'habitude de dire les non drépanocytaires. Voilà, donc
il faut faire la prévention, surtout chez les enfants, puisqu'ils ont une immunité qui est encore plus faible. Donc, on fait la prévention aux formes, au pneumocoque avec la pénicilline V. Ils ont une certaine quantité à prendre régulièrement. Toujours pour éviter, pour faciliter, comment je vais le dire, en tout cas, pour éviter l'anémie, on conseille aux drépanocytaires de prendre de la vitamine C, parce que la vitamine C participe à la production du sang, si je peux m'exprimer simplement comme ça. La vitamine C participe à la production du sang et donc ça permet aux drépanocytaires de conserver leur taux de base, même si ce n'est pas directement lié. Mais retenez ça comme ça. Et en dehors de ça également, l'autre mesure, c'est la consommation. Je ne vais pas dire consommation, mais de mettre un peu de sel, une pincée de sel dans leur eau de boisson. Puisqu'on a dit tout à l'heure que l'hyponatrémie peut être à la base des crises. Donc on leur conseille dans leur eau de boisson de mettre une pincée de sel. Mais dans l'eau de boisson, ça suffit généralement. Ce n'est pas comme de surcharger la nourriture ou l'eau de sel pour créer encore d'autres problèmes. Le défaut, comme l'excès de sel, n'est pas bon pour la santé. Voilà, donc ce sont les principales mesures hygiéno-diététiques. Il y a ensuite la vaccination. Puisque comme nous le disons, les sujets drépanocytaires sont sensibles aux infections. Donc, il faut leur permettre, il faut leur éviter les infections les plus graves. Donc, il faut, on parle de la vaccination contre le méningocoque, contre le pneumocoque, contre la fièvre typhoïde, contre l'hémophilus influenzae. Principalement, ce sont ces vaccins-là. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des mesures hygiéno-diététiques, Parmi ce que les drépanocytaires, des personnes qui souffrent de ce mal-là, doivent éviter, on parle quand même des vêtements, l'habillement. Les vêtements serrés, justement, c'est pour permettre une bonne oxygénation du corps. Voilà, les vêtements serrés, c'est un peu un stress physique pour l'organisme. Voilà, le vêtement serré, ça empêche l'hydratation, l'hydratation, l'oxygénation, la circulation, la microcirculation, l'oxygénation, et ce n'est pas bien. Voilà. Très bien. En matière d'aliments, je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'il faut éviter et quelque chose qu'il faut prioriser en matière d'aliments. Non. De fruits ou non. Bon. Les fruits, d'accord, on parle de la bonne nutrition et dans ce cadre, les fruits, les légumes sont à prioriser, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut que prendre que ça. Il y a des pourcentages que les nutritionnistes pourront le mieux préciser, mais de façon générale, la drépanocytose ne contre-indique aucun aliment. D'accord, très bien. Alors, Serge Defodji, vous avez également suivi le petit garçon tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous a fait? Vous imaginez quand vous êtes parent, vous payez la scolarité de votre enfant et encore c'est parce que c'est vous qui avez causé, parce que vous pouvez toutefois éviter cela, mais aujourd'hui cet enfant est malade et vous dépensez pour les coûts, vous dépensez également pour la santé, donc vous perdez tout, vous perdez dans tout. Et l'enfant aujourd'hui il a ce courage, il s'exprime librement. Encore, je pense que ça doit pouvoir toucher ces parents, des gens qui ne sont pas encore des parents, des jeunes bien sûr, et ces parents aujourd'hui qui voient quand même leur enfant parce qu'ils n'ont pas su éviter tôt, et aujourd'hui l'enfant se retrouve dans cette situation également. Ils doivent pouvoir savoir ce que l'enfant vit, parce que ce n'est pas tous les enfants qui peuvent s'exprimer comme ça. J'imagine quand un enfant se retrouve à l'internat, parce que le mal que ce que moi j'ai observé, ces manifestations, c'était à l'internat. Quand vous êtes à l'internat et l'enfant est loin de vous, tout ce qu'il subit, ce n'est que les responsables de cet internat ou de cet environnement qui peuvent voir ce que l'enfant vit. L'enfant, il y a des enfants, tout le monde ne parle pas, il y a des enfants timides. Ils ne vont pas quand même vous dire, et vous-même même si vous êtes amis à ceux-là, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils sentent au plus profond d'eux.
ce n'est que l'enfant qui peut savoir comment est-ce que je souffre, quelle partie du corps me fait mal et tout. Donc, il doit pouvoir comprendre ceux qui ne sont pas encore parents, éviter cela. Et ceux qui sont déjà parents doivent pouvoir lire à travers cet enfant. C'est vrai, il n'a pas pleuré parce qu'il a ce courage de pouvoir s'exprimer aujourd'hui comme ça. Il doit pouvoir comprendre que leur enfant, c'est beaucoup de choses qu'il vit également, même s'il ne parle pas. Et savoir comment est-ce qu'il faut prendre en charge, qu'est-ce que l'enfant doit éviter, comment est-ce qu'il faut faire pour que cet enfant aussi ait le courage, même s'il ne parle pas, que demain, qu'il ne commet pas aussi la même erreur. Oui, la même erreur, oui. Non, j'aimerais, sous votre permission, poser une question à madame, si possible. Oui, c'est si bien que on entend dire dans la société que lorsque le sujet de drépanocytaire fait vite, commence par procréer, ne vous inquiétez pas, vous êtes un peu trop pressé. On va y arriver tout à l'heure. Et toujours venu, je me suis dit, bon, il faut... Oui. Alors, toujours par rapport donc à cet élément, les complications qu'il a eues justement, le jeune enfant, les opérations, un peu de tout, quand même, c'est assez très grave. Assez fréquent. Oui. Il a parlé de l'ostéomyélite, j'ai entendu parler de l'ostéomyélite. Oui. En fait, les complications osseuses, les complications osseuses aiguës ou chroniques. Déjà, la crise vaso-occlusive est une complication aiguë, c'est-à-dire qui survient. Maintenant, de façon chronique, c'est-à-dire après un certain temps d'évolution, on peut avoir l'ostéonécrose de la tête fémorale, c'est-à-dire l'os, la tête de l'os de la cuisse est rongée. Et cela entraîne une boiterie au niveau des personnes qui deviennent ainsi handicapés physiques. Donc, c'est l'une des complications. Et les opérations, oui, quand il a parlé de l'ostéomyélite, si c'est une ostéomyélite chronique, ça nécessite à un certain stade des opérations chirurgicales. Ou alors, si c'est une rate qu'il faut enlever. Il s'est fait justement enlever la rate. Oui, il s'est fait enlever la rate, oui. À un certain âge, on conseille même cette splénectomie, c'est-à-dire l'ablation de la rate. Voilà, donc ça, ce sont les complications que lui, il a eues. Mais en dehors de ces complications, il y a l'anémie qui est la première complication. Une anémie, à part l'anémie, les crises, les infections. Il y a également les AVC. Oui, la drépanocytose peut être à la base. Même quand on est jeune. Bien sûr. Le cas le plus jeune d'AVC que moi j'ai connu, c'était une petite fille de 2 ans. Oh. Oui. Donc, il y a les AVC, il y a le syndrome thoracique aigu, qui est une forme particulière de crise vaso-occlusive au niveau de la poitrine, au niveau du thorax, et qui entraîne une difficulté à respirer, qui nécessite d'être mis sous oxygène. Il y a l'insuffisance cardiaque, il y a l'insuffisance rénale, qui sont tous des complications chroniques. Il y a les troubles visuels qui peuvent aller jusqu'à la perte de la vue, ou les troubles auditifs, c'est-à-dire la baisse de l'acuité auditive qui peut aller jusqu'à la surdité complète. Et on peut citer également les ulcères de jambes. Ce sont des plaies qui apparaissent souvent au niveau des jambes, à la partie inférieure des jambes, vers la cheville, et qui ne partent pas, qui sont difficiles à guérir, à se refermer, et qui parfois nécessitent la greffe, qui est également une opération. Et à part ça, on peut avoir chez les hommes le priapisme. C'est une érection douloureuse au niveau de leur organe génital. Le pénis, c'est une érection douloureuse. Et lorsqu'elle est répétée et qu'elle dure un certain nombre d'heures, elle peut aboutir à l'impuissance par nécrose des corps caverneux. Oui. Voilà. Donc, ce sont les principales complications qu'on peut citer. Très bien. Alors, je voudrais quand même vous demander, quand une crise survient,
qu'est-ce qu'il faut faire quand on est à la maison? Peut-être les parents ne sont pas là, ou bien même les parents sont là, mais c'est une première crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à l'hôpital. Il faut rien faire avant de venir à l'hôpital. S'il s'agit d'un enfant et qu'il est fébrile, par exemple, c'est-à-dire qu'il a la fièvre, vous pouvez placer un suppositoire ou donner un comprimé de paracétamol ou d'aspirine, mais se mettre en route pour l'hôpital immédiatement. Parce que ce qui fait que dans nos pays, les gens commencent à traiter ou rester à la maison, c'est le manque de moyens financiers. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la maladie a une incidence financière très importante. Donc, ce qu'il est conseillé de faire normalement, si une fièvre est présente, c'est de commencer de mettre en route un traitement, la prise orale si l'enfant ou la personne peut avaler, et de se mettre en route pour l'hôpital pour que nous, on fasse les analyses, les bilans pour voir qu'est-ce qu'il y a à la base de cette crise-là. Voilà. Très bien. Alors, la grossesse, on va essayer de répondre. C'est vrai que souvent, les jeunes filles qui sont drépanocytaires, on dit souvent qu'elles ont du mal à enfanter, ou bien si elles enfantent plus tôt. Il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport aux femmes qui sont drépanocytaires. Oui, en fait, les jeunes filles ou même les jeunes hommes, on voit beaucoup de mamans qui disent mais il faut vite enceinter une fille, ou on dit à la fille il faut vite faire un enfant, parce qu'on pense que ils vont mourir bientôt. C'est lié à cette idée que le drépanocytaire ne vit pas longtemps. D'accord. Donc on leur conseille d'avoir, c'est les parents, mais en réalité vu que ce problème n'existe plus de nos jours, il n'y a pas de crainte. Normalement, si le patient est suivi, il n'y a pas la crainte que le patient décède tôt et qu'il faille faire le plus tôt possible un enfant. L'autre raison pour laquelle les gens pensent qu'il faut faire un enfant, c'est parce qu'on pense qu'après avoir fait un enfant, 2 enfants, les crises vaso-occlusives diminuent ou disparaissent. Oui. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de corrélation. D'accord. Donc, c'est une fausse idée qui est répandue en population générale. Très bien. Mais est-ce qu'ils ont du mal à enfanter beaucoup? Bon, c'est vrai que moi, personnellement, j'en connais qui sont allés sur la table d'accouchement, mais qui ne sont pas revenus forcément. Oui, oui, bien sûr. En fait, on disait tout à l'heure que déjà l'accouchement, même pour une personne, une femme qui n'est pas drépanocytaire, l'accouchement n'est pas un acte banal. Non. Alors, raison de plus pour le drépanocytaire qui est anémié naturellement, qui doit être bien oxygéné, et l'accouchement étant un effort physique d'une certaine manière, il est conseillé que le drépanocytaire accouche par césarienne. D'accord. C'est ça qui est conseillé, la femme drépanocytaire. Maintenant, il arrive, mais des cas exceptionnels, que les femmes drépanocytaires arrivent à accoucher de façon naturelle, sans avoir besoin d'être opérées. Sinon, de façon générale, les femmes drépanocytaires accouchent par césarienne. Très bien. Est-ce qu'au moment de la grossesse, est-ce qu'une femme enceinte peut connaître une crise? Bien sûr, bien sûr. Une femme enceinte peut développer une crise si elle ne fait pas son suivi chez son gynécologue ou dans le centre. Il y a des centres spéciaux qui suivent les femmes enceintes drépanocytaires. Donc, si elle ne respecte pas les mesures hygiéno-diététiques, oui, elle peut faire sa crise. Et c'est pas du tout bon, c'est ni pour elle, ni pour l'enfant. Très bien. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que vous connaissez un peu les statistiques au Bénin? La drépanocytose touche combien de personnes à peu près? Ok, les statistiques qu'on a, c'est 4% de la population. Donc, si on rapporte à notre 12 millions de population, ça fait 500 000 personnes quand même. Ce n'est pas du tout négligeable, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Très bien. Et tous sont suivis presque? Oh non, non, malheureusement. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont pas suivis encore. Voilà. Puisque l'information ne passe pas. Et comme on le dit, le fait que nous soyons dans un pays pauvre où il n'y a pas une couverture sanitaire fait que
même en se sachant drépanocytaire, les gens ne font pas le suivi à l'hôpital. Ils préfèrent se traiter à la maison parce que ça leur revient moins cher. Et ils ne viennent que quand ça devient grave ou quand ça les dépasse. Très bien. Alors, je vous invite à faire une petite pause. Voilà, donc nous revenons sur le plateau pour poursuivre nos échanges. Docteur, quand il y a crise et qu'on vient à l'hôpital, comment se fait la prise en charge? Ok, lorsque la personne est en crise et qu'elle vient à l'hôpital, elle est immédiatement accueillie par l'équipe. On ouvre un dossier médical et il rencontre un médecin qui l'interroge, qui l'examine et qui met en place un traitement, qui demande des analyses. S'il y a besoin d'hospitaliser, il est hospitalisé et on démarre les soins d'urgence, une mise en condition. Et lorsque, par exemple, dans notre centre de compétences de la drépanocytose, dans le service des maladies du sang, on a, par exemple, la pétidine. Lorsque la crise est excessivement douloureuse et que le patient a très mal, il ne peut pas attendre que les produits viennent, puisque les parents doivent aller acheter les produits au niveau de la pharmacie. On peut mettre en route, on peut lui faire une injection en attendant que, et cette injection est gratuite, c'est donné par le service. Donc, c'est ça, on peut démarrer. Parfois, lorsque les patients sont, mais c'est surtout pour les cas les plus indigents, hein, on peut avoir une dotation de médicaments qu'on avance en attendant que les parents puissent ramener les produits et que l'enfant soit pris en charge ou que la personne soit prise en charge. Donc voilà comment ça se passe. Très bien. Serge Defodji, vous qui êtes avec les jeunes et autres, c'est vrai que de toute façon, il y a, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, environ 500 000 personnes qui vivent avec la maladie. Et bien souvent, on a un regard bizarre sur eux. Est-ce qu'ils ne souffrent pas? Est-ce qu'il ne faut pas les ménager et autres? Comment ça se passe? Non, est-ce qu'on a un regard bizarre? Moi, je me dis, on a plutôt un regard compatissant, oui, d'une manière ou d'une autre, parce que je n'ai pas encore vu, en tout cas proche de moi, insulter ou se moquer de quelqu'un qui souffre. Bien au contraire, ça plonge tout le monde un peu dans une certaine pensée. On compatit un peu à sa douleur, mais je suis quand même un peu bon, même si on pouvait déjà imaginer que on pouvait avoir ce pourcentage-là. Oui. Un instant. Allô, bonjour. C'est télé. Oui, c'est télé. Bonjour, monsieur. Bonjour, je voudrais intervenir. Bon, je ne voudrais pas intervenir en direct dans l'émission qui passe là. Je ne sais pas si c'est pareil. Oui, allez-y. Votre nom, s'il vous plaît. Bon, je ne voudrais pas décliner mon nom, mais je suis Demenou. Je ne sais pas que ça apparaît ça à la télé. D'accord. Demenou Achille. D'accord. Allô? Oui, allô? Oui, et je suis Demenou Achille. Oui. Votre commentaire, on vous écoute. Bon, c'est après 65 ans que j'ai découvert, moi j'étais à AS. Et c'est à 65 ans que j'ai commencé par sentir les crises. Votre commentaire, on vous écoute. D'accord. Comment est-ce que cela se passe, que ça vient très fréquemment aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez couper le son de votre écran d'abord, s'il vous plaît? Ok. Bon, il est parti. Alors, je voudrais lui demander s'il veut nous rappeler de couper le son de son téléviseur pour nous permettre d'échanger plus simplement, plus facilement. Avant de revenir au docteur Serge Defodji. Alors, donc, je disais que on assiste à ces choses-là, aux crises de ces personnes, de nos frères, de nos amis, avec beaucoup d'inquiétude et avec un regard aussi compatissant. Et si c'est que nous avons ce pourcentage-là. Un instant. Allô? Oui. Oui, vous êtes revenu. Bon, je suis revenu, j'ai 65 ans. Oui.
Et c'est ces derniers mois que j'ai commencé par avoir les crises, douleurs, anémie. Et j'ai vu un hématologue qui m'a envoyé au CNHU pour faire les mots, pour voir de quelle forme je souffre. Oui. Ils ont vu que le A fait 65%, le S? A2, oui, ok. 3, et le C, là, ça fait 31, quelque chose pour cent. D'accord. Mais ces derniers temps, bon, j'ai été enseignant, je suis un enseignant en projet certifié, j'ai été à la retraite. Bon, jusque-là, je n'ai pratiquement rien senti. C'est après 65 ans maintenant que j'ai commencé par avoir les douleurs. Très bien. Est-ce que vous êtes obligé, par exemple, d'être hospitalisé ou non, on vous soulage facilement? Non, bon, l'anémie là est persistante. Bon, je ne sais pas comment me traiter. Je ne comprends pas. J'ai pu, par exemple, ce mois-ci maintenant, j'ai dépensé près de 80 000 francs pour les soins, des trucs comme riche en fer, payer quelque chose à la banque. D'accord. Bon, et puis les douleurs avec la pression qui s'installe, les douleurs sont persistantes. Il y a peur. Alors, est-ce que vous avez une question pour Dr Meou sur le plateau? Mon problème est que si je peux mourir à 65 ans de cette maladie précisément. Monsieur, non, on ne peut pas. Il n'appelle pas mon nom à l'écran. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, le docteur Meou va vous répondre dans les prochaines minutes, d'accord? Oui, donc je peux couper mon téléphone. Merci bien. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Alors, des fois, on poursuit d'abord. Oui, donc je disais que voilà, nous devons en réalité encourager des comportements citoyens à l'endroit de ces personnes. Lorsqu'il arrive des moments où, issus de pareils cas, lorsque vous êtes là par exemple avec la personne dans la classe, il faut qu'on respecte un peu ce que le docteur a demandé de faire. Ça. Il faut amener directement la personne à l'hôpital, de ne plus le regarder avec un regard accusateur peut-être, mais de comprendre qu'il n'a pas voulu naître avec cette maladie, de comprendre que c'est une maladie c'est une maladie génétique, c'est pas assez génétique. Et donc, ça va être aujourd'hui, moi j'aurais souhaité que beaucoup d'ONG s'engagent aussi dans cette lutte. On va parler également de la sensibilisation qu'il faut effectuer au-delà donc de ce qui se fait tout à l'heure. Docteur Meou, déjà la préoccupation de notre intervenant, c'est à partir de 65 ans que les crises ou bien certaines manifestations ont démarré chez lui. Ok. Si je comprends bien, il est AC. Oui, je pense oui. Et tout à l'heure, on disait que les porteurs de traits, c'est-à-dire AC ou AS, ne développent pas la maladie. Donc, il a dit qu'il a une anémie. Je suppose que c'est une anémie liée à autre chose et non à la drépanocytose. Et il a parlé également des douleurs osseuses qu'il a. Je pense que ces douleurs ne sont pas liées à son hémoglobine C. D'accord, donc les porteurs de traits AS et AC peuvent développer des douleurs. Allô? Mais... Oui, un instant, docteur Meou. Oui, allô? Ah oui, allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Ça va bien, c'est monsieur Sabi Lafia depuis Panikwara. D'accord, merci. Sabi Lafia depuis Panikwara. Oui. Votre préoccupation? J'ai 3 petites questions. Oui. La première, compte tenu du coût onéreux du traitement de la drépanocytose, est-ce que l'État ne peut pas prendre en charge de façon gratuite tous les traitements de tous les drépanocytaires, quelle que soit la forme? Ça, c'est la première préoccupation. D'accord. La deuxième préoccupation, il se fait que certaines personnes, dès que la crise commence, au niveau de leur famille, on dit qu'il faut mettre des objets lourds sur leur corps, les briques, les mortiers. Est-ce que cela participe au traitement de la drépanocytose? La troisième question, madame, au docteur, pourquoi la drépanocytose est
dans les pays noirs, les ethnies noires, qu'on en parle souvent, pourquoi les Blancs n'en souffrent pas, ou bien même s'ils en souffrent, ça doit être, le taux doit être très, très faible, les Blancs. Pourquoi le mal est accentué au niveau des Noirs et non au niveau des Blancs? Je vous remercie, madame. Merci, monsieur, pour votre appel et pour vos préoccupations également. On salue tous nos téléspectateurs de Banikoara. Oui, docteur. On finit d'abord la première. Oui. Donc je disais que il faudra, je ne sais pas dans quel centre il est pris en charge. Je pense au CNHU, si je l'ai bien compris. Hein. Ok. Il faudra qu'il se rapproche de nous pour que nous l'orientions, ou alors qu'il aille directement en consultation rhumatologique. Pour qu'on essaie de voir à quoi est dû réellement les crises douloureuses qu'il ressent. Parce qu'il faut aussi dire que la psychologie agit beaucoup en matière de douleur. Lorsque vous pensez que vos douleurs peuvent être liées à la drépanocytose, vous allez faire des douleurs tout le temps, parce que vous savez que vous êtes AS, que vous êtes AC, alors vous allez développer des douleurs fréquemment et on va penser d'office que c'est parce que vous êtes AS ou AC, non. D'accord. Voilà. Bon, il s'inquiète déjà par rapport à son dernier jour. Hein? Non, mais comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il ait un suivi régulier. Il pourra vivre encore 20 ans, 30 ans. Voilà, ça, il pourra améliorer sa qualité de vie. Comme lui-même, il a dit tout à l'heure, il a commencé, il s'est découvert à 65 ans. Ça veut dire que je ne connais pas son hygiène de vie avant. C'est ça. Voilà, donc tout ça entre en jeu. Très bien. Donc, si monsieur nous suit, c'est que vous pouvez encore poursuivre d'autres analyses pour voir exactement si ce n'est pas d'autres infections ou bien d'autres problèmes osseux à part la drépanocytose. D'accord. Qui donc se manifestent par les douleurs. Et surtout qu'il parle d'une anémie alors qu'il a 65% de A et 31% de C. Il n'est pas normalement anémié. Les AS et les AC ne sont pas normalement anémiés. Donc, s'il présente une anémie, c'est probablement lié à autre chose. Très bien. Merci donc pour cette réponse. Également, notre dernier intervenant qui parle de la prise en charge. On en parlait tout à l'heure, comment ça se fait. Oui, c'est vraiment une vraie préoccupation pour nous-mêmes, personnel soignant, parce que nous sommes très peinés lorsque nous voyons les gens venir à l'hôpital avec les coûts qu'ils engagent. Nous nous disons même nous-mêmes, si on était à la place, est-ce qu'on pourrait faire face à ces charges-là? Non, sincèrement, c'est un plaidoyer que nous ne manquons pas d'adresser au ministère de la Santé toutes les fois que nous en avons l'occasion, que les drépanocytaires, comme les autres maladies que nous prenons en charge, ont besoin d'un suivi, d'un accompagnement financier de la part de l'État. Et nous espérons vraiment qu'un jour, cela va être effectif. Jusque pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Très bien. Voilà. Et généralement, quand on vient avec une crise, on peut repartir avec combien comme dépenses? Si vous êtes hospitalisé, vous pouvez tourner banalement en 3 jours, 4 jours, une semaine au CNHU, vous pouvez dépenser 500 000 francs. D'accord. Oui, ça veut dire qu'il faut être réellement bien avec les poches lourdes pour pouvoir supporter la situation. Oui, ça coûte très cher la prise en charge. Oui. Alors, l'autre chose, ce sont les objets lourds sur le corps de ceux qui sont en crise. Oui, c'est une réalité. C'est la seule peut-être que je connais parmi les idées répandues qui est vraie. Lorsque la crise est une crise vaso-occlusive, elle est soulagée par la pression. C'est-à-dire lorsque la personne ressent des douleurs ostéo-articulaires et que l'on appuie sur le segment de membre ou sur l'articulation, la douleur est soulagée. Lorsque c'est vraiment une crise vaso-occlusive. Mais si ce n'est pas une crise vaso-occlusive, la douleur ne sera pas soulagée. Donc ça, c'est vrai. D'accord. Oui. Donc maintenant, l'autre chose est de... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'encombrer d'objets lourds à la maison et rester à la maison. Non, non, non. Voilà, non. Il faut venir à l'hôpital, comme on l'a dit, pour qu'on
découvre, pour qu'on cherche pourquoi est-ce qu'il est entré en crise et qu'on prenne en charge correctement la situation. Alors, finalement, est-ce qu'il a raison de dire que la drépanocytose est plus développée dans les pays africains? Oui, c'est vrai, c'est une pathologie très liée à la race noire. Voilà, donc les pays africains, partout où il y a des Noirs, les immigrés ou ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique et aussi en Amérique du Sud, puisque il y a une population un peu métissée. Voilà, c'est vraiment une pathologie du sujet noir. Et une explication à cela? C'est génétique, c'est lié à notre... Voilà, c'est notre gène. Il faut le porter. On n'a pas le choix en réalité. Il faut le porter et faire attention à tout ce qu'on fait. Et également, donc, dans toutes ces préoccupations... Oui, Diane, ça peut aller? Ça peut aller. D'accord. Dans toutes ces préoccupations également, on parlait du côté psychologique. Tout à l'heure, on a dit le montant que ça peut faire quand vous êtes... quand vous venez avec une crise, une semaine après, vous voyez presque dépouillé. Donc, c'est qu'il y a un réel travail psychologique qu'il faut faire également. Est-ce que vous arrivez à accompagner peut-être les patients ou bien même les parents dans ce sens? Bien sûr, vu que nous sommes un centre où nous suivons, même avant l'hospitalisation, nous avons l'habitude de discuter avec les parents au cours des contrôles habituels. Nous parlons avec eux et nous essayons de les écouter. Qu'est-ce qui vous empêche habituellement de faire ça ou ça? Il n'est pas rare d'entendre les parents qui se plaignent que les enfants refusent de boire. Donc, il faut discuter avec l'enfant et lui expliquer l'impact, puisque les enfants, ils ne sont pas conscients forcément. Il faut leur expliquer l'impact que la maladie peut avoir sur eux et il faut leur expliquer tout pour qu'ils comprennent la nécessité de boire. Donc, autant nous parlons avec les parents, autant nous parlons avec les enfants. Pendant le suivi ou même pendant une hospitalisation, oui, nous ne manquons pas de les soutenir psychologiquement. Et si besoin est d'appeler un spécialiste, oui, si besoin est d'appeler des spécialistes, le psychiatre ou le psychologue auprès de ceux qui sont vraiment psychologiquement atteints pour qu'ils soient bien pris en charge. Très bien. Alors, avant de poursuivre donc pour la sensibilisation et la lutte contre cette maladie, Diane, on a reçu quelques messages. Absolument. Et on commence par le premier message qui vient de Brissette Gloria. On peut éviter la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui agit sur les os. Elle est mortelle. Pour l'éviter, il faudrait que chaque partenaire d'une relation fasse son électrophorèse et lorsqu'il y a incompatibilité, on laisse la relation. En cas de compatibilité, on évolue et on est sûr de ne pas faire des enfants drépanocytaires. Absolument. Ça, je ne sais pas dire, on l'a dit d'ailleurs. Si vous permettez, il y a quelque chose que je voulais clarifier tout à l'heure. On parlait de les fiançailles. Il faut mieux même avant les fiançailles, puisque les fiançailles, ça suppose que vous faites la dot ou que vous mettez ensemble. C'est même déjà tard, puisque dans nos pays où la contraception n'est pas effective, dès que vous commencez à sortir ensemble en fait et que la relation devient sérieuse ou pas, c'est déjà c'est déjà en ce moment qu'il faut connaître l'électrophorèse. Voilà, donc je voulais clarifier ça. Ce n'est même pas d'attendre les fiançailles. Voilà, puisque là la relation est sérieuse et tout. Plus tôt la séparation est faite et plus facile elle est faite. Voilà. D'accord. Au moment de la séduction. oui, justement. Au moment de la séduction, déjà, il faut que chacun connaisse son électrophorèse. D'accord. On poursuit avec Emmanuel cette fois-ci. Bonjour le plateau, c'est une maladie d'origine génétique qui altère l'hémoglobine. Je ne sais pas si on peut l'éviter. Ah oui, on peut l'éviter. Oui, c'est ce qu'on a dit. On peut l'éviter déjà. Au moment du mariage, au moment où les parents se mettent ensemble, pour ne pas mettre au monde des enfants drépanocytaires, il faut qu'ils connaissent leur compatibilité au niveau de l'électrophorèse et il faut que forcément l'un des deux soit AA. Voilà. Forcément l'un des deux doit être AA. Si les deux sont porteurs de traits, c'est déjà mauvais. Très bien. D'accord.
Bonjour le plateau, j'espère que vous vous portez bien. La drépanocytose est une maladie dont souffrent les personnes qui ont des électrophorèses comme SSAS et autres. Je ne sais pas s'il y a des médicaments pour mettre fin à cela. Mais je sais qu'il y a des médicaments qui constituent en quelque sorte... Voilà, mais j'espère qu'il y a des médicaments qui constituent en quelque sorte des calmants. Pour l'éviter, il faut que les partenaires, avant de se mettre en couple, connaissent leur électrophorèse pour voir leur compatibilité, pour ne pas enfin mettre les enfants malades au monde. Merci beaucoup et bonne journée. Ça vient de Olatunji Sabouran. Sabouran Olatunji, oui docteur. Je pense qu'il a parlé... Il a parlé, est-ce qu'il y a des traitements pour guérir définitivement? Oui. Il y a un seul traitement actuellement qui est la greffe, mais elle coûte excessivement cher. La greffe de moelle osseuse, puisque c'est la moelle osseuse qui produit le sang, qui produit les globules rouges plutôt. Et donc, il y a possibilité de greffer des cellules souches de personnes saines à une personne drépanocytaire, pour lui permettre de changer son sang, si je peux le dire simplement comme ça. Mais elle coûte tellement cher, il faut au moins 500 millions de francs CFA. On peut dire que c'est incurable. Voilà la conclusion, elle est simple. Vous voyez la manière dont Serge de réagit, c'est qu'il me suivait très très religieusement, mais dès que vous avez dit le montant, c'est qu'il s'est retourné carrément. C'est quoi? C'est pour dire que c'est pas... Ce n'est pas à la portée du béninois lambda. C'est difficile, hein? Oui. Une préoccupation cette fois-ci de Denis Gonzalo qui dit pour les patients ASSS, quels vaccins sont recommandés pour eux? Aussi voudrais-je savoir si le vaccin contre le coronavirus est recommandé pour ces patients. Alors, un instant, docteur. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous vous portez? Très bien, monsieur 3P, oui. Oui, c'est monsieur 3P. Oui. Une préoccupation? Vraiment, et pour la maladie dont vous êtes en train de parler là, oui. Moi je voulais dire au docteur que depuis des années que le truc là existe là, vraiment il ne peut avoir pitié à la population. Moi, dans ma famille maternelle là, oui. Et il y a mon oncle qui a des enfants là, comme ça là, on a perdu près de 3. Wow. Mais quand nous allons au CNHU là, mais tout le monde coule les larmes, je vous jure. Quand elle a dit que c'est 500 000 là, je vous jure, ce n'est pas à faire 500 000. Vous allez dépenser des millions. Mais ça ne dit rien aux gens là. Les gens vont vous voir en train de... C'est-à-dire la souffrance là, au CNHU là, c'est tellement... Alors, monsieur 3P, ce n'est pas la souffrance au CNHU, mais plutôt les dépenses liées à la maladie. Hein. Il faut clarifier la chose. Les dépenses là, ça te fait souffrir. Tu cours de gauche à droite et tu vois ta soeur, tu vois ton enfant dans la souffrance terrible. Hein? Vous voyez un peu? Donc vraiment, il ne qu'à essayer de voir comment ils vont faire avec le gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre un peu en charge. Alors, parce que les dépenses sont énormes. Oui. C'est vraiment, c'est comme si vous avez vécu ça dans votre famille, ça va vous ruser totalement. Vous n'avez plus rien dans cette vie. Alors, c'est ça le problème. Oui, monsieur 3P, je voudrais quand même vous demander, est-ce que ces enfants-là, aujourd'hui, bon, en espérant qu'ils ne sont pas trop en bas âge, savent qu'en grandissant, ils ne doivent pas se marier à des personnes, même si certains nous ont déjà quittés, mais est-ce que ceux qui sont là savent vivre mieux et savent qu'en grandissant, en voulant se marier, ils doivent faire le bon choix de partenaire? Oui, bon, vraiment, sincèrement, c'est la sensibilisation qui a amené ça là maintenant. Même, il y a une là qui a accouché et en même temps là, elle est décédée, elle est partie. Et l'enfant là, elle l'a quand même. Pas souvent les gens disent que si vous avez fait un enfant, que ça va vous laisser. Et l'autre est en état de grossesse, qu'elle est partie avec ça. C'est ce que je vous dis là. Si ça rentre dans votre famille, c'est un peu difficile. Le docteur aussi connaît que vraiment, c'est des peines. Oui, absolument. C'est des peines. L'État n'a qu'à voir ce qu'il peut faire. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci, monsieur 3P. Oui.
On finit avec... Pour les patients AS et SS, quels vaccins sont recommandés pour eux? Aussi, voudrais savoir si le vaccin contre le coronavirus est recommandé pour ces patients. Merci. Ok. Donc, nous en parlions tout à l'heure. Nous avons parlé du vaccin contre la méningite, le pneumocoque, la fièvre typhoïde et l'hémophilus influenzae. Voilà. Maintenant, le coronavirus est le sujet d'actualité et nous pouvons rassurer tous nos patients et ceux qui ne viennent pas encore à l'hôpital qu'ils peuvent faire leur vaccin contre le coronavirus. Voilà. Un dernier message qui vient de Gloria Agbonon. La drépanocytose est un mal qui fait bien trop de dégâts en Afrique par les morts de jeunes notamment. C'est un mal raciste que nous devrions éradiquer en Afrique par de multiples sensibilisations des jeunes. Il faut intensifier la communication autour, un peu comme l'on fait pour le Covid. Mettre les réseaux sociaux à contribution. Il est nécessaire de faire des analyses avant de se marier ou même d'avoir des rapports non protégés. Si la drépanocytose existe toujours de nos jours, c'est aussi à cause du taux élevé d'analphabétisme et à cause du fait que beaucoup de personnes sont ignorantes. Docteur? Ben oui. Elle a résumé en quelque sorte tout ce qu'on a dit. Une réaction par rapport à notre intervenant de tout à l'heure, Monsieur 3P? Ben, nous le comprenons et nous-mêmes, nous sommes souvent peinés. Les gens ont peut-être parfois l'impression que le personnel soignant est sensible. Ce n'est pas que nous sommes sensibles, mais nous sommes des techniciens. Et nous sommes sous une administration. C'est l'administration qui fixe les prix. C'est l'administration qui dicte les règles. Nous sommes là pour appliquer. Donc, ce côté ne nous concerne pas directement, en fait. Ce n'est pas comme si la personne a mal. Nous avons des médicaments qu'on peut mettre en attendant. Si nous en avons, nous donnons. Je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, si nous avons une dotation au niveau de notre surveillance, nous pouvons mettre en attendant. Et comme je l'ai dit aussi, il y a ce que nous mettons pour les cas hyperalgiques en attendant que la pharmacie ne vienne. Mais de façon générale, ça ne dépend pas de nous. Donc, ce n'est pas comme si nous sommes insensibles à la douleur du patient. Oui. Gloria Agbonon pense également que l'État aussi doit subventionner les dépistages. Est-ce que les dépistages coûtent cher? L'électrophorèse coûte 17 000 au CNHU. D'accord. Mais ailleurs, mais je ne peux pas parler d'ailleurs. Je sais qu'ailleurs, ça coûte moins cher, mais il faut aussi dire que ce ne sont pas les mêmes techniques qui sont mises en jeu. Une chose est sûre, nous sommes dans un pays où la population est pauvre et tout ce que l'État peut faire pour venir en aide aux populations est la bienvenue, que ce soit au public ou au privé. Tout ce que l'État peut faire pour soutenir les actions est la bienvenue. Très bien. Et notre pensée de ce matin nous dit ceci. C'est un extrait en réalité d'un témoignage qui nous dit ceci. La drépanocytose, plutôt, je n'ose plus faire de projet, ça pourrit la vie. Je n'ose plus faire de projet, ça pourrit la vie. C'est un extrait, juste une petite phrase d'un témoignage que nous avons lu sur les articles qui sont parus donc sur la maladie. Serge Defodji. Je n'ose plus faire de projet. Ça pourrit la vie, c'est-à-dire ça pourrit la vie. La drépanocytose. Oui, c'est clair et c'est avéré. Parce que madame vient de faire mention de ce que la prise en charge minimum durant peut-être 2 jours s'élève à 500 000 et ça a sorti la rage de M. 3P. Et donc cela témoigne de ce que les dépenses y afférentes sont d'une certaine mesure qui ne répond pas à la surface financière du citoyen lambda que nous sommes. Et donc en ce moment-là, on peut parler de la pourriture de vie. Tu es peut-être enseignant, tu vis modestement. Avec ton salaire, est-ce que tu pourras faire face à de pareils cas? Et donc ceux qui peuvent réellement, on comprend que les enfants qui arrivent à s'en sortir facilement,
les enfants ayant des parents un peu aisés. Sinon, les autres, ce sont eux qui ne font pas entre griffes les 18 ans, comme les gens le disent très souvent. Et donc, ça pourrit effectivement la vie et ça mérite toute attention. Ça mérite qu'on ne banalise pas à cause d'un petit plaisir. On s'adonne rapidement, on ignore les méthodes contraceptives. Et puis voilà, on se jette. Si ça donne une grossesse, on prend et on prie Dieu pour que l'enfant ne se porte bien. On ne veut plus agir dans le hasard. Parce que c'est Dieu même qui a inspiré les scientifiques à nous permettre aujourd'hui de connaître notre état sanitaire par rapport à cette maladie avant même de se mettre en couple. Donc, soyons juste conscients et essayons d'agir de sorte pour ne pas nous pourrir la vie. Et quand on dit pourrir la vie, ça parle beaucoup plus des parents. Mais moi, je dis, pourrir la vie, là, c'est beaucoup plus l'enfant qui veut naître. C'est l'enfant qui en souffre. Les parents, oui, psychologiquement, ils sont dérangés. Mon enfant a encore commencé la crise et voilà, c'est suffisamment atroce. Mais l'atrocité imaginaire, c'est l'enfant. C'est lui seul qui peut définir exactement ce qu'il vit en ce moment-là. Et pourquoi? C'est pas votre faute. Que moi, je crois avoir lu même une fois sur Internet, il y a un enfant aux États-Unis qui a porté plainte contre ses parents. Sous prétexte qu'ils n'ont pas pris les dispositions pour lui éviter cette maladie-là. Et donc, il va y voir que c'est exagéré, on trouve que c'est exagéré, mais dans une certaine mesure, on peut encourager l'enfant là et mettre de pareils parents hors d'état de nu. C'est des cas suffisamment graves en réalité que c'est la vie, on dit rien. Il s'agit d'une vie humaine. Et on s'amuse à amener un enfant, le voir souffrir permanemment. C'est l'un des droits fondamentaux de l'enfant, être en bonne santé. C'est normal. Et autres, c'est normal. C'est l'un des droits. Moi, j'aurais souhaité que l'État décide de prendre en charge les enfants, mais en lieu et place, là, définir des sanctions à l'endroit de ces parents-là. Non, sinon, si l'État, de la manière ils sont en train de parler, si l'État décide aujourd'hui de prendre en charge les cas de drépanocytose au Bénin, c'est que la légèreté va prendre encore de volume. Ils vont dire non, mais si ça arrivait, l'État est là pour gérer. Et donc, il faut que, s'il y a lieu de définir des lois par rapport à ça, et on dit, lorsque vous allez faire encore preuve de légèreté, et vous allez subir la rigueur de la loi. Et puis, ça va un peu. Le Béninois est du genre à être. Il faut qu'on le fasse. Il faut lui mettre la pression. Avant qu'il ne le fasse, sinon, il se croit tout. Il y a quelqu'un qui parlait tout de suite dans le message que Diane a lu. Il disait que voilà, c'est parce que le taux d'alphabétisme, c'est pas tout à fait ça. Il y a des gens émancipés, des étudiants, des gens qui ont étudié, bien conscients, des professeurs d'université, mais qui, avant d'avoir des intimités sans préservatif avec un enfant, parce que lorsque tu vas au CES sans te protéger avec une femme, tu dois être prêt peut-être à des choses. Et donc, si cet enseignant, professeur d'université, est-ce qu'on va dire qu'il est analphabète, mais ne prend pas les précautions et il se permet cela. L'enfant arrive et il commence pas même si vous avez les moyens de supporter un enfant de drépanocytose dans votre maison, vous n'avez pas le droit de faire souffrir un être humain de cette manière-là. Arrêtons cet assassinat programmé. Et si vous permettez que j'ajoute, on ne peut plus accuser l'analphabétisme aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile, de ONG, qui font la sensibilisation dans nos langues. Donc, il faut que chacun se mette responsable. C'est ce que je voulais juste dire. C'est tout. Voilà. Alors, Diane, je suis entièrement d'accord avec la pensée. Je l'avais dit à l'entame de cette émission que vous ne pouvez même pas avoir de projet
tant que vous avez un enfant qui souffre comme ça chez vous, c'est impossible, quasiment impossible d'avoir un projet parce que c'est une imprévue. Ce n'est pas que vous savez que à ce moment donné, ou date 24 ou date 23, mon enfant va commencer une crise. C'est impossible de penser à ça. Donc, quand c'est comme ça, lorsque vous arrivez à avoir un projet et vous déterminez, déjà si vous êtes peut-être un salarié, vous percevez votre salaire, et si c'est 100 000 ou bien peut-être 80 000 francs, et que déjà sur 5 mois ou sur 6 mois, vous savez déjà, vous avez en vue de payer une parcelle ou de vous payer ou de réaliser quelque chose, et tout de suite l'enfant tombe malade. Imaginez que si la prise en charge est à 500 000 francs et ce n'est pas le tout, si c'est à 500 000 francs et que votre salaire même ne couvre pas ça encore, or que vous pensez déjà à réaliser, vous n'arrivez pas à le faire et ça vient. Vous allez dépenser, vous endetter encore parce que tout le monde n'a pas les moyens, mais on se permet d'avoir ces enfants, de se mettre ensemble et de mettre au monde les enfants qui développent ces mal-là. Donc, vous devez faire face aux dépenses tout en n'ayant pas de projet. Vous allez en souffrir. Donc, pour ne pas en souffrir, il faut l'éviter tant qu'on est encore jeune. Voilà. Alors, et justement, il y a quelques semaines, nous avons suivi, je pense, nous tous sur les réseaux sociaux, le décès de cette jeune fille-là, Marilyn Bongo, qui souffrait de la forme sévère de la drépanocytose. Un décès donc qui a ému toute la toile. Et elle faisait depuis plusieurs années beaucoup de crises liées donc à cette maladie, mais elle nous a quittés il y a quelques semaines. Elle avait 24 ans. Docteur. Oui, votre fin rapidement. Oui. Vous pouvez y aller. Ok, mais comme mot de fin, j'aimerais juste inviter tous ceux qui se connaissent déjà drépanocytaires à se faire suivre dans un centre de santé chez nous, au CNHU ou ailleurs selon leur localité, à se faire suivre pour améliorer leur qualité de vie. Le suivi leur permettra d'espacer les crises et de vivre bien ou mieux, si je peux me le permettre. Et j'invite tous ceux qui ont des projets, ceux qui sont en couple, tous ceux qui ont des projets de mariage, à faire leur électrophorèse pour connaître leur statut vis-à-vis de la drépanocytose. C'est la seule et la meilleure prévention de la maladie. Très bien. Merci beaucoup, docteur Josiane Merou. Vous êtes praticien hospitalier. Merci pour votre présence et toutes ces explications. Serge Desforgy, merci également pour la présence et cet apport-là, la sensibilisation que vous faites chaque jour aux côtés de la jeunesse, mais également vers les parents également, pour qu'ils puissent mieux prendre en charge, pourquoi pas, les enfants, mais prendre la décision pour les jeunes d'un meilleur choix de partenaire pour la vie. C'est important. Diane Oniodje, merci également à tous ceux qui nous ont écrit et tous ceux qui ont partagé avec nous leur expérience lors de ce plateau. On se retrouve demain.